Oui, ben je lis. Hein. Enfin, moi je relis. Ou je relis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Café Crème Rugby. Je reprends les vidéos aujourd'hui parce que je suis fatigué à force de pas parler de rugby tout simplement. On va parler aujourd'hui, bon ça c'est une vidéo olympique de vendredi, hein, je suis désolé. L'opération survie, la survie elle est pour les Parisiens, on va en parler. On va aussi parler de la dernière chance pour Bordeaux. Ils l'ont saisi cette dernière chance. Et Rudy Wolf qui disait Toulon revient toujours plus fort, ils sont revenus plus forts, peut-être pas avec la manière, on va en parler aussi. On jettera en fin d'émission un œil aussi sur la fédérale avec une information qui vient de toucher la Pro D2 ainsi que la fédérale 1, et ça je vous laisse le suspense pour la fin de l'émission. C'est parti pour Café Crème Rugby intégral Top 14. On va commencer avec le premier match de cette 23e journée de Top 14. C'était vendredi soir à 20h45. C'était Grenoble face à l'UBB. Donc les Bordelais qui ont entamé parfaitement avec une énorme première mi-temps. Où ils ont envoyé énormément de jeux face à des Grenoblois assez amorphes offensivement et défensivement. Ils ont pris un essai ces Grenoblois par l'intermédiaire d'Adam Ashley Cooper qui a su débloquer la situation. Parce que ces Bordelais manquaient cruellement de réalisme. Et la botte de Simon Hickey a aggravé le score mi-temps 10-0. Ça a dû bouger dans le vestiaire grenoblois, mais on n'a pas vu de réaction du moins dans la première partie de la seconde mi-temps, avec un essai de Sofiane Guitoun sur une 89 qui paraissait assez tranquille à gérer défensivement. Finalement, petit coup de pied à suivre de Baptiste Serin, ils étaient sur la ligne des 40 mètres grenoblois, et au final, c'est Sofiane Guitoun qui vient planter cet essai 30 mètres plus loin. Donc voilà, ça a mis un coup de massue sur les têtes des Grenoblois, mais Bordeaux, le tournant du match, c'est peut-être, le tournant du moins de la fin de match, c'est ce coup de pied raté par Simon Hickey à la 60e minute de jeu. Là, ça aurait pu tuer complètement le match, parce qu'à 20-0, ils auraient même pu espérer prendre un bonus offensif, parce qu'on sait que tous les points contre un Castres est allé gagner à Grenoble, et les Grenoblois leur ont retiré le point de bonus défensif. Donc voilà, ils auraient à 20-0 à la 60e, ils auraient pu complètement essayer de prendre le point de bonus défensif. Il n'en est rien, et Castres est revenu dans la partie, face à des Bordelais qui ont reculé défensivement. On sentait qu'au niveau physique, et qu'ils allaient peut-être pas durer sur qu'ils allaient peut-être pas continuer sur la même intensité toute la partie. Ça s'est ressenti sur le pré, avec un essai d'Armand Baye sur un contre, avec notamment un Mamadou Diaby sensationnel, et puis après lancé par une passe au pied, il a signé un doublé, l'ailier remplaçant Armand Baye, sur une passe de Gilles Boss qui a fait une passe au pied de Gilles Boss qui a fait une super partie, hein, le jeune ouvreur du FCG de 23 ans qui a mené son équipe offensivement, qui a attaqué la ligne, qui a eu une énorme réussite au pied avec 2 coups de pied qui n'étaient pas faciles en coin, et qui a permis aux Grenoblois de revenir à 17-14 à 3 minutes de la fin, et puis après ils se mettent à la faute, les Grenoblois, 20-14 score final. Ça, des Bordelais qui ont souffert, des Bordelais qui ont été assez indisciplinés en fin de partie. Mais globalement, le pack, notamment de l'UBB, a répondu présent. Hein. On sait qu'il a été critiqué, ce pack, notamment à La Rochelle, lors des déconvenues à domicile, hein, au match nul face au Racing, et du côté de Chabannes-Delmas face à Clermont. Et donc voilà, il a répondu présent, surtout Gomez Codella qui m'a énormément plu, notamment dans sa tenue en mêlée. Et sinon, tout l'ensemble du pack, hein, les 8 de devant, ils ont été sensationnels, que ce soit dans la conquête directe, en touche, en mêlée. Ils ont perdu très peu de ballons sur leur conquête directe pour avoir des lancements de jeu propres. Et derrière, dans le jeu courant, ils ont su donner de l'impact physique, et ils ont permis aux Girondins d'avancer. Et d'ailleurs d'avancer au classement, vu qu'ils prennent une place, sont 6e. Et ils peuvent encore croire au top 6, pourquoi pas. Et du côté de Grenoble, on espérait aussi le top 6, ça c'était en début de saison. Et après les 6 défaites à domicile au Stade des Alpes, et malgré les 4 victoires à l'extérieur, c'est trop pour Grenoble, qui s'incline une nouvelle fois dans son antre du Stade des Alpes. Donc ils seront dans le ventre mou, sans doute, oui, ils seront dans le ventre mou. Là ils sont 10e, les Grenoblois qui sont en panne à domicile. C'est peut-être un peu la malédiction des vendredis soirs. Ils font que perdre le vendredi soir. On l'a vu face à Clermont, on l'a vu face à Castres, et là on l'a encore vu face à Bordeaux. Voilà, donc malédiction des vendredis soirs. Mais bon, ils n'ont pas forcément signé une très très bonne partie, ces Grenoblois, et Bordeaux en a profité pour se relancer dans la course à la qualification. Deuxième match, c'était
le lendemain à 15h, sous le beau soleil de La Rochelle, c'était Atlantique Stade Rochelet contre Montpellier. Montpellier, on vous rappelle, qui a fait tourner parce qu'ils ont un match de Challenge Cup très important à jouer à Lyon vendredi prochain face aux Queens, avec notamment les titularisations au niveau du triangle de 3/4, notamment de Julien Malzieu et de Anthony Floch, qui n'ont malheureusement pas permis aux Grenoblois de s'imposer. Ils ont été énormément dominés en première mi-temps, mais au tableau d'affichage, ça ne s'est quasiment pas vu. 18-10 à la mi-temps, avec notamment une charnière rochelaise, Audi, Holmes, improbable. Enfin, franchement, ils ont été magnifiques, cette charnière. Ils ont alterné jeu devant, jeu de 3/4, jeu au pied aussi. Et ils ont mis leur équipe dans le sens de la marche. Zacon qui a prolongé, Audi qui s'en va du côté de Bordeaux. Voilà, donc la mi-temps de 18-10, et puis après ils ont enfoncé le clou. Ils ont même pris un bonus offensif grâce à un essai de Gabriel Lacroix, l'ancien ailier d'Albi. Voilà, donc bonus offensif, 18-0 en seconde mi-temps, 36-10 au final. Ils avaient sans doute, d'ailleurs, en parlant de finale, la tête à la finale du Challenge Cup, c'est Montpelliérains, qui n'ont pas existé en cette seconde mi-temps. On retiendra aussi la bonne performance du trio de La Rochelle au niveau de la troisième ligne. Amossa, Kevin Gourdon et Zeno Kift, le néerlandais, qui ont fait une superbe performance pour mener à bien la défense, notamment des Rochelais, dans les rucks. Voilà, donc La Rochelle qui est 8ème et qui peut, pourquoi pas, espérer la qualification. On ne sait jamais, ils auront un déplacement dans 2 semaines très important à Castres. Le problème, c'est qu'ils sont... ce qui est bien, c'est qu'ils sont imprenables à domicile. Il n'y a que Clermont qui a enchaîné d'ailleurs une 9ème victoire à l'extérieur. On va en revenir du côté de Pau. Et bien Clermont qui a réussi à battre dans leur antre de Flandre, c'est Maritime. C'était en tout début de saison, donc ils sont un peu excusés, ces Rochelais. Par contre, ils ont perdu lourdement, 44-6, et derrière La Rochelle qui a enchaîné pour ne plus perdre à domicile, infligeant des lourdes défaites, notamment à Toulouse, on se rappelle. Et le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas à l'extérieur. Ils n'ont plus gagné à l'extérieur. Là, ils sont pas passés loin à Oyonnax. Ils ont perdu 17-16. Voilà, avec peut-être un mauvais choix en fin de match. Zach Holmes qui prend les 3 points alors qu'il peut aller en touche à 17-13. Voilà, donc ils perdent à l'extérieur. Et là, ils vont avoir justement un déplacement très intéressant à jouer à Castres pour se faire plaisir dans cette fin de saison, qui peut être sans enjeu, a indiqué le président. Mais bon, il va falloir quand même se lâcher, parce que pourquoi pas, s'ils vont gagner à Castres. C'est un match à 8 points, comme on dit, dans la qualification pour le top 6. Donc très bon match des Rochelais, qui, je vous rappelle, l'emporte 36-10 face à Montpellier. Nouveau match qui était à 15h aussi, c'était le match donc entre Pau et Clermont. Je vous en ai déjà parlé, c'est les Clermontois dans une fin de match suffocante où les Palois ont poussé pour l'emporter et laisser de la gagne. C'est finalement Clermont qui s'est imposé 16-10, en avant à 10 mètres de la ligne des Clermontois. Justement a fait le bonheur des Montferrandais qui s'imposent donc en terre béarnaise. À la mi-temps, il y avait 10-3 avec une énorme première mi-temps des Clermontois dans le jeu qui a énormément dominé. Et donc on retiendra la bonne performance des Clermontois défensivement, et la bonne alternance aussi de Camille Lopez qui a vu son essai refusé en début de seconde mi-temps, qui aurait pu tuer le match complètement. Et derrière, du côté de la section, c'est le jeu palois qui a été assez bon. Franchement, dans l'animation, on a vu surtout Colin Slade et Conrad Smith, les 2 All Blacks, ainsi que le 3 Carson Vatouboua qui ont su vraiment animer le jeu face à une défense de Clermont qui était quand même verrouillée à double tour. Ils ont su marquer un essai par Vautou, mais malheureusement ça n'a pas permis aux Palois de s'imposer dans un stade du Hameau qui était quand même exceptionnellement rempli. Même si Pau n'a rien à jouer dans cette saison, ils auraient pu prendre 4 points. Il n'en est rien. Pau est 11e et Clermont reste premier et est quasiment assuré, pas mathématiquement encore, mais de disputer les demi-finales directes du côté de Rennes-Roison Park. C'est donc une victoire au forceps 16-10 des Clermontois au Hameau face aux Palois. Nouveau match, c'était à 15h encore samedi, et c'était le match de la peur. Vous auriez pu le voir là, dans Midi Olympique de vendredi, opération survie pour Paris. Eh bien, ils ont survécu, les Parisiens. Ils ont même complètement atomisé Oyonnax, un match à sens unique, 10 essais à 1. Le score est lourd, 69-40
à 8. C'est la plus grosse victoire des Parisiens à Jean-Bouin pour la dernière d'ailleurs de la saison dans ce stade. Tout a bien marché côté parisien, tous les joueurs ont été au rendez-vous. On retiendra notamment la bonne performance de Sergio Parissé derrière une mêlée conquérante. On avait la bonne performance de Jules Plisson qui est allé de son essai, la bonne troisième ligne, et un John Ross aussi qui a suppléé des fois Sergio Parissé, notamment dans les rucks. Oh, tout a été parfait, hein, je sais. On peut pas sortir un joueur du lot, Hugo Bonneval aussi. Enfin voilà, il y a eu énormément de soulagement. On l'a entendu, le mot on est soulagé. À la fin en conférence de presse, Julien Dupuis aussi qui a fait une bonne partie, qui s'est exprimé, je cite, une bonne performance pour notre équipe. On est soulagé, ça fait du bien. On reste en top 14 l'année prochaine, fin de citation. Et du côté d'Oyonnax, ben voilà, presque 70 points de prix. Oyonnax, c'est sûr, jouera en Pro D2 l'année prochaine. Bon voilà, une année assez catastrophique où il y a eu un changement de staff qui n'a pas arrangé les Oyomènes. Voilà, une équipe... je pense qu'il y a aussi cette Coupe d'Europe, cette Champions Cup qui fait que Oyonnax a décidé de jouer sur les deux tableaux en mettant notamment ses titulaires. Il y a eu beaucoup de blessés. Notamment, j'en parle parce que le deuxième ligne, Lewan Power, qui est un énorme atout. Mahafou aussi, qui est notamment longtemps resté à l'infirmerie de Charles Maton. Et puis voilà, il y a eu pas forcément un énorme coaching et une équipe pas à la hauteur. Et il a raison, Yoann Autier, de dire que certains joueurs sont plutôt concernés sur leur contrat en top 14 et la paye à la fin du mois, mais que derrière ça ne suit pas sportivement. Donc Oyonnax est 13e avec 22 points, même nom de point qu'Agen, on en reviendra aussi, un point d'avance sur Agen, qui a été lourdement défait à Toulouse, Agen qui est aussi en Pro D2, on va en parler tout à l'heure. Le Stade Français est 12e, et sauf sa saison qui était assez ridicule à part sur le plan européen, même si il y a eu une énorme fessée du côté de Leicester en quart de finale de Champions Cup. En parlant de Leicester qui a été éliminé par le Racing donc en demi-finale. Le Racing qui donc jouera la finale face aux Saracens au Parc OL de Lyon samedi prochain. Le Racing qui est venu avec l'équipe 2 à Brive pour faire souffler notamment Daniel Carter, Johan Goossen. Enfin voilà, ils ont fait souffler les cadres, notamment dans le paquet d'avant aussi Chris Mazoé qui n'était pas titulaire. Ils ont emmené leur équipe B, à l'exception de Marc-André, qui a d'ailleurs fait un énorme match du côté de Brive. Il a marqué un doublé, l'ailier francilien. Ça n'a cependant pas permis aux franciliens de s'imposer dans un match âpre du côté d'Amédée Domenech, même s'il y a eu énormément de points marqués. C'est finalement Brive qui s'impose 33-27 dans la douleur. C'était un match, en fin de match, c'était assez tendu, notamment Dubarry qui a pris un carton jaune. Le troisième ligne du Racing, pardon. Il y a eu énormément de tension, mais bon, ça n'a pas empêché ces deux équipes de se libérer tout au cours de la partie. Et on retiendra aussi l'abnégation du CAB qui a fait preuve d'un énorme sens du combat, notamment dans les moments clés. Et justement, ces moments clés où le Racing a fait énormément de fautes de main et l'indiscipline des Franciliens ont permis aux brévistes d'Anquilly. Les pénalités, ça joue aussi sur la pénalité. Et l'efficacité au pied de Gaëtan Germain. Brive n'a plus rien à jouer cette saison et finira dans le ventre mou du championnat. Après, ça fessé aussi à Agen, qui a pris le bonus du côté d'Armandie. Les Agenais, ça ne leur a pas permis de se maintenir. Les Parisiens s'étant largement imposés à Oyonnax. Ils savaient qu'il fallait faire un énorme coup, au moins ramener 2 points de Ernest Vallant face à Toulouse. Et ça a été très compliqué pour ces Agenais qui se sont finalement inclinés 52-19 dans l'antre toulousain. On retiendra la puissance et la force physique des hommes du Gomola qui ont complètement terrassé leurs adversaires, mais on retiendra aussi l'envie de jouer de ces Agenais qui malheureusement n'ont pas permis aux SUA, aux hommes de Mathieu Blin et de Philippe Sella de s'imposer. C'était quand même compliqué d'aller s'imposer à Toulouse. Seul Montpellier l'a fait, il me semble, une autre équipe aussi. Donc le SUA retourne en Pro D2 et fait l'ascenseur avec une équipe qui, pas forcément, notamment l'effectif, bien rodé pour le top 14, ça c'est sûr. En parlant de top 14, on va parler aussi de top 6, ça c'est le haut du top 14 et c'est Toulon-Castres. C'est le dernier match de la journée, c'était hier à 21h, dimanche, pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard dans l'année. C'était un match pauvre, assez pauvre dans des conditions climatiques assez dantesques du côté de Mayol. Avec l'arbitre qui a aussi haché certaines phases de jeu, enfin, haché le match. Voilà, donc bonne performance de l'ailier Joshua Tuisova qui a planté un essai, ainsi que Mahanono a été allé de son essai. C'est finalement Toulon qui s'impose 17-7
Défaite à 0 points pour les hommes de Christophe Furios, avec la mauvaise performance de Karina Wiwongi qui a été qui a écopé d'un carton jaune et sa tenue en mêlée n'était pas forcément très bonne, qui a été largement dominée par, dans un premier temps, David Kyoki et dans un second temps Alexandre Milny, qui s'est bien rattrapé comparé au match qu'il a eu face à Toulouse. Du côté de l'Alliance Riviera de Nice, côté RCT, bonne performance aussi de Vermeulen derrière sa mêlée, par contre mauvaise performance de Guadé Cooper, même s'il y a une bonne sortie de pied au niveau de l'occupation, bonne sortie de camp, mais malheureusement, notamment sur les ballons hauts, on sait que Castres a énormément joué au pied durant cette partie dans des conditions difficiles, et il a fait échapper énormément de ballons, permis aux Castrés de se retrouver dans le sens du jeu. Mauvaise performance aussi de David Smith qui a été battu dans son duel pour son retour à Mayol tant attendu. Il n'a pas existé, David Smith, face à Joshua Tuisova. Le CO, donc victoire à 0 points, qui pointe à la 7ème place, mais qui a un calendrier assez favorable. Ils recevront La Rochelle, ils se déplaceront à Oyonnax, mais qui auront quand même un esprit de revanche, ces Oyomens. Et puis enfin, ils recevront le Stade Français. Donc s'ils assurent franchement les matchs à domicile, ils peuvent pourquoi pas espérer les playoffs. Et s'ils gagnent à Oyonnax, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et ils seront en playoff en phase finale contre le 3e qui est potentiellement donc les Toulonnais qui pourront peut-être retrouver à Mayol. Les Toulon, Toulon qui coiffe la 3e place à la tête du Racing qui est 4e avec 68 points. Toulon à 72 points. Donc voilà, c'était tous les matchs de cette journée. Donc je voulais revenir sur la fédérale. La Pro D2 et la fédérale. Donc le tribunal administratif de Versailles a rendu son verdict pour savoir l'avenir de Tarbes dans le haut niveau du rugby français. Il n'y aura pas d'équipe tarbaise dans le haut niveau, je vais y arriver, du rugby français, puisque Tarbes a été relégué administrativement en Fédéral 1, même si sportivement ils ont eu, on vous rappelle, un retrait de 8 points. Et au début de la saison, ils se sont maintenus sportivement. Là, ils sont quasiment maintenus. Ils n'ont plus qu'à assurer un match contre Dax pour être maintenus sportivement. Mais malheureusement, le budget Tarbes étant assez limité, ils redescendront administrativement, mais bien sportivement, vu qu'ils joueront en Fédéral 1 l'année prochaine. Voilà, donc c'était l'info pas forcément très bonne pour terminer cette nouvelle vidéo, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et voilà, on se retrouve. N'hésitez pas à vous abonner, à répondre, à laisser des commentaires, voilà. Donc sinon on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, peut-être la semaine prochaine, où je débrieferai ou brieferai les finales, les différentes finales de Challenge Cup, la Challenge Cup et la Champions Cup. Je vous rappelle, 2 clubs français engagés. Montpellier face aux Harlequins, qui ont d'ailleurs éliminé les Grenoblois au Twickenham Stoop assez largement 30-6, ainsi que le Racing face aux Saracens. Voilà, c'est la fin de ce Café Crème Rugby, de cette nouvelle émission, et je vais pouvoir lire enfin tranquillement. Allez, ciao.